Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le mouvement national des jeunes chômeurs réclame au président Ibrahim Boubacar Keïta les 200 000 emplois qu'il a promis pendant la campagne présidentielle. Une centaine de jeunes ont manifesté hier sur le boulevard de l'Indépendance. Ce mouvement prévoit désormais une activité toutes les 2 semaines jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Quel est le taux de chômage au Mali ? Qu'est-ce qui explique cette situation ? Quelles peuvent être les solutions ? Ce sont entre autres questions auxquelles s'intéresse le grand dialogue d'aujourd'hui avec nos invités. Ibrahim Mohamed Touré, il est le président de l'association des chômeurs. Bonsoir. Bonsoir. Abdoulaye Niang est économiste, il sera sur ce plateau en tant qu'analyste. Bonsoir M. Niang. Bonsoir. Alors Abdoul Kader Silla est chef unité planification et suivi évaluation à l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Lui sera au téléphone. À la présentation, je suis Aliou Sidibé. Bienvenue à vous tous. Le grand dialogue. Lundi 17 juillet dernier, le ministre malien de l'Emploi et de la formation professionnelle a annoncé que de septembre 2013 au 30 juin 2017, les structures de l'emploi ont enregistré la création de plus de 199 000 emplois, soit environ 99,8% des 200 000 emplois promis par le chef de l'État. Alors, quelle est la situation de l'emploi au Mali, Monsieur Niang? Que dire de cette affirmation du ministre? Bon, vous savez, c'est le gouvernement qui a fixé le taux de réalisation et qui évalue la réalisation. On ne peut que prendre note et prendre acte. Mais ce qui est certain, si on regarde l'environnement, on sait très bien que le Mali souffre d'une situation qui n'est pas du tout enviable, compte tenu des potentialités que nous disposons, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine agricole et dans le domaine des services. C'est difficile que les 200 000 emplois aient un impact social assez important sur la population. Surtout quand on sait que aussi, ceux qui avaient des kiosques ont subi une perte. Il y a une perte d'emplois extraordinaire. Je ne parle pas de certains d'entre nous qui sont des créateurs d'emplois en réalité, puisque nous sommes des gens qui créent des entreprises ou des co-entreprises et qui ont été fermées des fois parce qu'il y a une sécurité foncière évidente au Mali et une insécurité des investissements qui est évidente au Mali. En plus de cela, la corruption gangrène et décourage les investisseurs étrangers. C'est la diaspora qui veut venir ici, ont peur du Mali. Si tu viens au Mali pour investir, il faut que tu sois vraiment cette panthère-là qui vient, dès que tu vois ta proie, tu le bouffes rapidement et tu t'en vas. Parce que si tu restes trop longtemps, tu risques de perdre. Ça, c'est souvent ce que les uns et les autres nous disent quand ils viennent au Mali. Ok. Ibrahim Mohamed Touré, vous êtes le président des chômeurs. Le président de la République a promis 200 000 emplois. Voilà, 99% ont été déjà créés. Qu'est-ce que vous en dites ? Merci beaucoup. D'ailleurs, je remercie Studio Tamani qui nous a donné vraiment cette occasion de pouvoir nous exprimer librement. Parce que ce n'est pas chaque fois qu'on a cette chance-là. Surtout que nous sommes une organisation qui réclame la part des fils des pauvres dans les 200 000 emplois. Et maintenant, d'abord, 200 000 emplois en 5 ans, ça sous-entend quoi? Qu'on doit créer 109 et quelques emplois. 109,58 emplois chaque jour jusqu'à 1800. 1000 ou bien 109 109,58. 109,58 emplois par jour. Jusqu'à 1825 jours qui font les 5 ans. Ça, c'est arithmétiquement. Maintenant, nous, on a appris à la télé qu'il y a eu un taux de réalisation de 99,8% de taux sur les 200 000 emplois. Et on a eu des débats avant aujourd'hui. Et si on essaye de voir pour la véracité de ces chiffres publiés dans les journaux et annoncés à la télé, nous, on est allé en profondeur pour vérifier. Et ça a suscité des débats entre nous
et le ministère, les structures rattachées au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et c'est ainsi que lorsqu'on a eu notre premier débat sur la radio Clédou, il y a Mohamed Cheibani qui est le chef du département statistique du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui dit que ces emplois qui sont créés pour la véracité, la directrice nationale de l'emploi dit qu'il faut partir consulter les données qui sont collectées, les emplois sont collectés par la direction régionale du travail. Parce que c'est la direction régionale du travail qui définit quand même qu'un contrat, si ça doit être compté parmi les emplois ou pas. Parce que tout contrat qui a une durée de 6 mois est compté, est comptabilisé. Maintenant, et cette directrice nationale de l'emploi dit quoi? Que ces emplois, les emplois comptés ne sont que les emplois qui durent au moins pendant 6 mois. Maintenant, et que pour la véracité, il faut faire confiance à la direction régionale du travail. On est parti là-bas et la direction régionale du travail nous dit quoi? Pour la véracité, il faut consulter les cabinets de recrutement. Et les cabinets de recrutement nous demandent de partir consulter le journal Les Soirs. Donc c'est une véracité qui pose d'énormes problèmes. Et la dernière fois qu'on a eu un débat avec le directeur général de l'Observatoire national pour l'emploi et la formation, l'ONEF, il a affirmé quoi? Le contraire. Il dit que pour la véracité des chiffres de ce taux de réalisation de 99,8%, il faut se référer aux données des ministères. C'est les ministères qui font les collectes des emplois. Bon, moi, je le dis, mais si vous-même vous contredisez sur la véracité de ces emplois, nous, les chômeurs, qui avons déjà contesté que ce n'est pas vrai, cela vient légitimer notre position. Donc, aujourd'hui, nous, les 200 000 emplois, dire qu'il y a eu un taux de réalisation de 99,8%, c'est à la télé qu'on l'a appris. Et si on descend sur le terrain, on demande, on questionne les chômeurs, ils vont dire que rien de convaincant ni de substantiel n'est fait. Et là, on a des preuves pour ça. Ok. Abdoul Kader Silla, vous êtes au téléphone. Allô, Kader? Alors, bonjour. Ok, bonsoir, vous allez bien? Très bien. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez dire compte tenu de cette affirmation du ministre? On sait que l'APEJ est très active sur le plan de la création d'emplois au Mali. Alors que dites-vous, qu'en savez-vous quand même sur ces affirmations du ministre? Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour nous avoir associés, nous autres APEJ, à ces débats-là. Et je profite de votre micro pour également dire bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs du studio Tamani. Et je ne peux que confirmer ce que le ministre a dit, parce que les données sont disponibles et les données existent au niveau de la Direction nationale de l'emploi. Et on n'a rien à cacher, c'est vrai. Ce que le ministre a dit est vrai. C'est vrai, les données existent, c'est des emplois qui ont été formellement créés. Et ce que je peux dire, en plus de cela, c'est qu'on n'a même pas comptabilisé les emplois qui ont été générés par l'auto-emploi, parce que l'APEJ finance des projets et qui génèrent également des emplois. Ces emplois n'ont pas été comptabilisés. On est même dans la logique de comptabiliser ces emplois. Donc, je confirme les informations faites par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Mais quels sont les grands domaines dans lesquels il y a eu beaucoup d'emplois? Parce qu'on a eu dire que à partir de la déclaration de l'année dernière, que c'est les créations des registres de commerce qui ont absorbé le plus grand lot. Non, tout à fait, c'est ça. Et puis les contrats enregistrés au niveau du secteur minier. Et voilà, c'est effectivement ça. Ok. Une réaction, professeur Yang? Non, au niveau des mines. Des mines? Oui, des mines. Oui, bonsoir, monsieur Silla. Oui. Non, au niveau des mines, je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Vous le savez très bien. Que très souvent, les compagnies minières recrutent les gens, ils les prennent pendant 3 mois, ils les renvoient, ils les remplacent par d'autres. Et finalement, quand on fait la comptabilité à la fin de l'année, on trouve que peut-être qu'ils ont recruté des centaines de personnes, mais en réalité, au finish, ceux qui ont eu des contrats de 6 mois, 12 mois, il y en a très peu. C'est pour cette raison qu'il y a la rébellion très souvent. Moi, je pense que c'est ça qu'on dit. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur Silla. Oui, Silla, on va revenir à vous tout à l'heure. On va écouter d'abord la réaction du professeur Nyang. Non, nous avons fait des études aussi. Nous avons été interpellés. Par exemple, si vous prenez Siama,
Il y a eu des morts même à Siama. Pourquoi? Parce que simplement la population locale, il y a un quota qui est prévu pour le recrutement de la population locale. Mais ce qu'on a réalisé, on prend des gens, on les met sur la liste, puis après on les renvoie et on renouvelle toujours pour le même nombre. Mais si tu fais le cumul après, tu trouveras réellement qu'il n'y a pas eu grand-chose comme recrutement. Ok, d'accord. Et ça, c'est valable à Loulo, c'est valable à Gungoto, et même la mine de Domba qui va ouvrir bientôt, c'est le même problème. Aujourd'hui, on a passé la matinée à discuter de ça. Donc les mines, il faut faire extrêmement attention pour comptabiliser ceux qui sont recrutés au niveau des mines. C'est ce que je voulais dire simplement. Ok. Mais Maouloud Ben Katra a promis de boucler cette vision du président d'ici 2018. Et il précise que la feuille de route intègre le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Et c'est ce qu'il a précisé, je disais. Est-ce synonyme de bonne santé économique du pays, M. Silla? Moi, je pense que oui. C'est synonyme de bonne santé économique du pays. On a même élaboré une feuille de route du département qui va concerner la période de juin 2017 à juin 2018. Donc, toutes les structures ont proposé des activités concrètes, objectives, qu'elles vont mettre en œuvre pendant cette année-là. Durant cette période-là, qui est une année, comme j'ai dit, on a même commencé à évaluer ce plan d'action de la feuille de route et ça promet. Et Inch'Allah, nous allons dépasser le cap des 200 000 emplois. Alors, professeur Nyang, vous êtes économique. Alors, l'APEJ, le représentant de l'APEJ affirme que, avec la création de ces emplois, que c'est synonyme de bonne santé économique pour le Mali. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Même le président de la République hier nous disait qu'il a eu 7%. Il était fier d'être parmi les pays de l'UEMOA, d'avoir un des taux les plus élevés. Mais le problème n'est pas de créer de la richesse. Le problème, c'est de créer une situation, une condition de vie pour les populations qui soit meilleure. Qui aujourd'hui au Mali peut dire que la situation est bonne? Qui peut dire aujourd'hui que ce que nous créons à partir de 10 mines d'or aujourd'hui, que nous avons une capacité de rétention de richesse adéquate, appropriée? Ça n'existe pas. Ça, il faut qu'on se rende compte. Et puis il y a une chose que l'APEJ doit comprendre. Ils doivent arrêter de faire la compétition aussi avec le secteur privé. Ils sont là pour stimuler beaucoup plus. On va en arriver. Okay. Le rôle du secteur privé. D'accord. Ok, d'accord. Alors, je disais que... Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Voilà, je disais, selon votre estimation, professeur Nyang, où en est-on avec la situation réelle de l'emploi au Mali? Non, il y a une demande d'emploi extraordinaire. La bonne preuve est que nous avons une association de personnes qui se constituent pour dire qu'elles cherchent des emplois. C'est-à-dire potentiellement aujourd'hui, 4 hectares de terre peuvent employer 12 à 20 personnes. Mais à condition que le gouvernement ne se voit pas comme étant le développeur, l'agent d'exécution, mais plutôt que le gouvernement se voit comme étant un agent qui stimule. Mais quand vous prenez par exemple la pêche aujourd'hui, il n'y a pas de directeur pour la pêche. Il y a des sociétés privées comme nous qui avons travaillé très dur avec les banques pour avoir un prêt. Et le prêt a besoin de la garantie de la pêche. Mais nous sommes en train de perdre le prêt. Donc nous sommes en train de perdre au moins la possibilité de créer 20 emplois. Parce que simplement la pêche est en incapacité de désigner un directeur. Et personne ne peut signer le papier. Et on demande au ministre, le ministre ne répond pas, on demande à ses cadres, ils ne répondent pas. Ça, c'est un point. L'autre point, toutes les entreprises individuelles qui sont en train de créer, est-ce que réellement, quand ils disent qu'ils ont donné 10 millions pour quelqu'un, est-ce que les 10 millions sont partis effectivement? Ce n'est pas le cas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'argent. Les emplois ne sont pas créés, les entreprises sont créées, mais les entreprises ne peuvent pas être durables. Ce que nous, on propose, c'est d'avoir des co-entreprises. Au lieu de mettre une seule personne, tu mets 10 personnes, par exemple, 10 millions, ça fait peut-être 100 millions. Et il est possible en ce moment que vous trouvez un bon gestionnaire parmi eux
que vous trouvez un bon ingénieur parmi eux, que vous trouvez des techniciens parmi eux. Mais aujourd'hui, quand tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat, au bout de 2 ou 3 ans, il est sans adresse, et puis après maintenant, on dit il y a des milliards qui sont volatilisés. Mais quand est-ce qu'on va tirer les leçons de tous ces échecs-là? Donc, dire qu'on crée tant d'emplois, ce n'est pas à l'État de créer les 200 000 emplois. C'est à nous, le secteur privé, de les créer. Mais malheureusement, ils nous font la compétition. Et quand ils font la compétition, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux qui font le décompte. Mais quand ils font le décompte, nous, on ne peut pas le contester. C'est-à-dire que, bon, ils sont allés, on les a fait balancer de gauche à droite, mais ils ne peuvent jamais connaître la vérité. Donc c'est politique, finalement, ces déclarations-là. D'accord. Ok. Ibrahim Mohamed Touré, alors vous êtes chômeur. À combien on estime le taux de chômage au Mali? Des millions. Aujourd'hui, si on essaye même de faire une vraie stratégie. Une vraie statistique, si on essaie de faire une vraie statistique aujourd'hui, l'étude vraiment descend sur le terrain, il y a des millions de Maliens qui sont en situation de chômage. Mais vous, dans votre association, ils sont au nombre de combien vos adhérents? Dans notre association, on dépasse 100 000, puisque aujourd'hui, les auditeurs sont en train de nous écouter. Il y a nos militants qui sont dans beaucoup de régions. À Tombouctou, on est représenté. À Ségou, on est représenté. À Mopti, on est représenté. À Koutiala, on est représenté. À Bamako, dans toutes les communes, on est largement représenté et largement implanté avec des bureaux. Donc maintenant, je vais essayer de bondir un peu sur la question que vous avez posée au tonton, à savoir réellement l'état de la question d'emploi ici au Mali. Oui. En réalité, si on essaie de voir ce que le tonton a dit, je l'appuie. Aujourd'hui, il y a des structures, parce que pour pallier à la situation de question d'emploi, il y a beaucoup de structures qui ont été créées. Est-ce que ces structures aujourd'hui, de leur création jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché dans ces structures? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut remplacer? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Et qu'est-ce qu'il faut même abdiquer? C'est là la question. Puisque aujourd'hui, si on essaye de prendre, si vous me donnez 2 minutes, ça va me faire beaucoup plaisir. Allez-y rapidement, 2 minutes, c'est quand même c'est un peu trop. Ok, ce que le tonton a dit. Par exemple, il y a eu la première édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle qui a été lancée en 2008 par la pêche. C'est un kit, c'est des kits qu'on donne aux jeunes. On dit 10 millions, 5 millions de projets, mais en réalité, ils achètent les matériels, on vous donne un fonds de roulement. La bourse de l'emploi et de la formation professionnelle, première édition a été un échec. Deuxième édition a été lancée en 2011 sous ATT. Donc beaucoup de jeunes sont bénéficiaires. Oui, je vous donne un exemple. On va se limiter dans les cadres des 200 000 emplois. Voilà, c'est des 200 000 emplois. Parce que ça, c'est compté. Parce que là, les financements sont tombés en 2015. Donc je pense qu'ils vont les comptabiliser dans les 200 000 emplois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, prenons l'exemple, ceux qui ont bénéficié des kits piscicoles. Si tu veux faire l'élevage de poissons, on dit que le kit, ça fait 10 millions. 10 millions, et les bénéficiaires ont été appelés pour un premier temps pour leur dire, bon, ceux qui sont bénéficiaires, partez montrer, il faut que vous ayez 1 hectare, la condition. Tu pars montrer l'hectare et on dit qu'on va l'aménager. On doit aménager 1 hectare. Un hectare aménagé, ça fait combien? Ça fait 10 000 mètres carrés. 100 mètres quand même, 100 mètres fois 100, ça fait 10 000 mètres carrés. C'est ce qu'on doit aménager. Et ce qu'ils ont aménagé dans ça, c'est combien? C'est 48 mètres carrés qu'ils ont aménagé pour ces jeunes-là. Maintenant, et on part plus loin. Ils ont facturé ça à combien? À 4 millions. Ça, c'est un élément du kit. Deuxième élément, ils ont acheté 2 motopompes de 2 chevaux, avec 2 brouettes, 10 seaux en plastique, 10 daba. Tout le monde connaît le prix au marché. Ils ont facturé ça à près de 3 millions. Ça, une motopompe 2 chevaux sur le marché, ça ne vaut pas 75 000 francs. 2 chevaux 2 fois, avec ses accessoires, ses brouettes et autres là, ça ne peut pas valoir 200 000 francs. Ils ont facturé ça à près de 2 millions, à près de 3 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui reste dans les 10 millions? Ils ont laissé de l'argent à la banque, la moitié, je pense 5%. Ils disent ça, c'est déposit. Je suis au comité technique d'orientation et de crédit du Fonds national emploi jeune à la pêche. Je suis là-bas au nom de la jeunesse malienne. Je sais de quoi je parle. Maintenant, il y a des bénéficiaires même qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, mais c'est de l'arnaque qu'ils ont fait. Maintenant, écoutez, c'est pas fini. On leur donne un fonds de roulement. Et tout est déjà clair. Vous achetez 10 000 alevins que vous partez mettre dans les bassins qui vous ont réalisé. Les bassins, c'est 4 mètres carrés, 3 fois 48 mètres carrés. Donc, c'est en bassin.
les bassins sont mal faits. La première fois qu'ils ont rempli, ils ont mis de l'eau dans les bassins, il y a des bassins qui sont tombés, cassés. Ils ont été, parce que l'APEJ a sous-traité avec un cabinet qu'on appelle MEDEX. Et c'est MEDEX qui a facturé ça, qui a surfacturé ça. Les bassins qu'ils ont réalisés. Normalement, il fallait réaliser les 1 hectare. Ça fait 10 000 mètres carrés. Là, tu peux mettre 1000 poissons ou bien plus. Mais le nombre, ceux qu'ils ont aménagé, les 48 mètres carrés, il y a des jeunes qui m'ont dit qu'ils ont acheté les 1000 poissons, ils sont partis mettre dedans une première fois. Les poissons sont morts. Il y a ici population. Deuxième fois, ils ont fait la même chose. Et ces jeunes bénéficiaires devaient tous avoir une formation sur ça. L'argent de la formation, jusque-là, personne des jeunes n'a suivi une formation. Oh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si tu prends un homme, un jeune, tu lui dis va au front, tu ne lui formes pas, tu lui donnes des tenues militaires, une arme, il va au front. Mais il sera quoi? Il est victime. S'il ne se tire pas dessus, les gens vont lui tirer dessus. Okay. Donc voilà ce qui se passe réellement. Très bien. Alors, Abdoul Kader Silla, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de la politique de l'emploi au Mali? Concrètement. Non, je voudrais d'abord préciser que le thème du débat, c'est lutte contre le chômage. C'est bien ça. C'est ça. La dernière partie sera conservée à ça. Je suis vraiment étonné de voir que le débat s'est transformé. Oui, allez-y. La dernière partie sera conservée au comment. C'est-à-dire on est en train de diagnostiquer d'abord les problèmes et ensuite on ira avec les solutions. Moi, je pense que la situation de l'emploi au Mali aujourd'hui se caractérise par d'abord la démographie galopante. C'est à 65% qui ont moins de 15 ans. Mais donc, quelle politique on a adoptée pour l'emploi des jeunes? La politique qu'on a adoptée, c'est qu'on est parti des problèmes réels des jeunes. Quand vous regardez aujourd'hui sur le marché de l'emploi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème de qualification. Il y a un problème de qualification des jeunes. Il y a un problème de qualification des jeunes. Donc, l'APEJ a trouvé comme solution à ce problème-là la formation à travers l'apprentissage, à travers des formations qualifiantes, à travers également la reconversion. Et l'autre problème, c'est que la plupart des jeunes sont beaucoup plus enclins à aller vers le salariat. Alors que la seule alternative qui s'offre aujourd'hui à la jeunesse malienne, c'est l'auto-emploi. Donc l'APEJ encourage également cet auto-emploi-là à travers des formations, à travers un paquet de formations que nous mettons à la disposition de la jeunesse, à travers le module CRE, GERM et même le module TRI. Donc il y a ces problèmes, il y a ces aspects. Il y a également le financement des projets. La plupart des jeunes ont difficilement accès au financement. Donc l'APEJ aujourd'hui constitue une garantie. L'APEJ finance des projets pour des jeunes. Quand Maman dit que la bourse de l'emploi a été un fiasco, il n'a qu'à s'interroger. Il est jeune. Le CNJ fait partie du conseil d'administration de l'APEJ. C'est les jeunes qui n'ont pas remboursé. Sinon, on est parti des besoins réels des jeunes. On leur a proposé des kits. Ces kits sont quoi? C'est des kits embouche bovine et kits sonorisation, et tracteurs, etc., etc. Donc, il n'a qu'à s'interroger lui-même. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais en ce qui concerne le taux de chômage, aujourd'hui, on estime que c'est de 8,2%. Le taux de chômage est aujourd'hui de l'ordre de 8,2%. Alors, et la durée moyenne, oui. Oui, dans cette politique-là, quelle est l'utilité des agences de promotion de l'emploi? Les agences de l'emploi font beaucoup, comme on le dit. Sandigoro aussi dedans. Aujourd'hui, ce qui est dit, ce qui est connu, ce qui est sûr de tout le monde, c'est que c'est 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc quand vous essayerez même 200 000 aujourd'hui, demain, et l'année prochaine, par exemple, cette année, si vous essayez 200 000, et l'année prochaine, il y a 200 000 jeunes aussi qui vont se pointer, sinon plus. Donc c'est un peu ça, sinon les agences font beaucoup, l'APEJ fait beaucoup, le FAFA fait beaucoup, le PROCEJ, Maman le sait, le PROCEJ fait beaucoup. Et à ce conseil, le PROCEJ, l'APEJ a doté 3600 jeunes de fonds de démarrage sur ces 2 dernières années. Nous avons doté 3600 jeunes de fonds de démarrage, 300 000 francs, en sous forme de subventions non remboursables. Donc beaucoup est fait, mais quand on essaie de faire le procès à l'APEJ, je suis vraiment étonné. Et de la part d'un administrateur de l'APEJ. Ce n'est nullement un procès de l'APEJ sur ce plateau. Voilà. Donc on est en train de diagnostiquer quand même les problèmes pour pouvoir proposer des solutions. Il faut faire des propositions concrètes. Oui, on va arriver à ces propositions. Au lieu de faire un procès, quoi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Professeur Nyanga, vous venez d'écouter la politique de l'emploi au Mali évoquée sitôt par Kader Silla. Alors, quelle est votre analyse sur cette politique?
Non, encore une fois de plus, j'ai dit, l'État doit jouer un rôle de stimulation du secteur privé. C'est le secteur privé qui doit créer les emplois. Et l'illustration qui vient d'être donnée, c'est qu'eux, ils se substituent comme agent d'exécution. Tu me donnes de l'argent. Donne-moi de l'argent que j'ai travaillé. Et tu me donnes un cahier de charges que je dois respecter. Contrôle-moi. Mais ne sois pas là pour exécuter, pour me faire les tanks, tous les investissements. Parce que là, il y a problème. Tu n'as pas à m'acheter les brouillettes, tu n'as pas à me donner des pelles, ni rien du tout. Je te donne un plan d'affaires. Finance le plan d'affaires. Si je dois aller à la banque pour aller chercher de l'argent et que vous devez, comme il vient de le dire tout de suite, là, ils sont là et pour la garantie, apporter le fonds de la garantie. Mais le reste, là, ne vous mêlez pas trop là-dedans. Sinon, finalement, vous allez prendre la responsabilité de quelque chose pour lequel vous ne devez pas prendre de responsabilité. On ne peut pas amener quelqu'un à qui on a donné de l'argent et qui n'a pas travaillé, on ne peut pas l'amener au tribunal comme ça, parce qu'il va dire que mais ils ne m'ont pas donné. Ils ne m'ont pas tout donné. Vous m'avez dit 10 millions, mais ce que j'ai réussi en réalité, c'est 2 millions. Parce que quand on parle de surfacturation, ça veut dire simplement qu'on n'a pas donné l'argent à la personne. Donc la comptabilité n'est pas possible en ce moment. C'est ce qu'on veut dire. Il faut que vraiment ils essayent d'harmoniser, de réduire la présence de beaucoup de structures, de les ramener peut-être à une structure, mais une structure qui est efficace et qui marche. Okay. Une réaction? Oui, à ce niveau, je vais rejoindre le doyen. En réalité, en 2011 toujours, il y a le PRODEFP, le PRODEFP, le programme décennal pour l'emploi et la formation professionnelle qui a été mis en place. Et ce programme-là, ça vient pour... c'est-à-dire le doyen a parlé dans ce sens-là. Parce que lorsque ça a été créé, on dit que le PRODEFP va jouer le rôle que l'ANP joue, le rôle que l'APES joue, le rôle que le FAFPA joue. Le tout sera centralisé dans une seule structure. Mais maintenant, ça c'est pour l'appui. Maintenant, pour vous signaler une petite partie, si on essaye de voir, et toujours pour soutenir le doyen, dans son sens de secteur privé. Les statistiques montrent au Mali que sur 100% d'emplois créés, la part de l'État est de moins de 20%. Et les privés créent plus de 80%. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Direction générale de la statistique. Et maintenant, ces privés qui créent plus de 80% donnent la priorité à qui? Aux diplômés étrangers que ces privés considèrent comme étant les seuls qualifiés au détriment des nationaux. Là, on n'a même pas besoin d'être à l'école, de partir à l'école pour comprendre cela aujourd'hui. Les privés quand même mettent l'accent sur quoi? Sur le profit. Et le privé, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais je pense que aujourd'hui, ce que le frère Silla de l'APEJ a dit, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des structures qui sont budgétivores. Par exemple, regardons le PROCEJ. Le PROCEJ a été créé. L'objectif, c'est de toucher 45 000 jeunes, dont 1 000 jeunes diplômés porteurs de projets et 44 000 jeunes ruraux. Le jour qu'ils ont lancé le projet, c'est ce qui a été dit. Et le projet même, l'argent du projet, c'était 32 milliards de francs CFA. Et lorsque la Banque mondiale est venue avec ça, la Banque mondiale est partie nous voir au CNJ. Qu'est-ce que la Banque mondiale nous a dit? On a assez investi pour l'emploi des jeunes au Mali, surtout l'emploi vert, mais on ne voit pas de résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je leur ai dit, tant que vous continuez seulement à traiter avec l'État et que vous écartez les autres partenaires, ça ne peut pas aller. Parce que la question d'emploi passe par 3 facteurs. Il y a les décideurs politiques, il y a les partenaires financiers, les partenaires techniques et les chômeurs. Il faut les associer. Tant qu'on les associe pas, il n'y aura pas de... Et aujourd'hui, la preuve est que le PROCEJ, c'est un programme qui est là, un projet qui est là pour 5 ans. Aujourd'hui, essayons de voir. Le PROCEJ est là il y a plus de 3 ans aujourd'hui. Il y a l'argent qui a été mobilisé, l'argent qui a été investi, qui est sorti aujourd'hui. Questionnez-vous aujourd'hui, sur les 100%, tu vas voir ce qui est arrivé, ce dont les jeunes ont été bénéficiaires, ça ne dépasse même pas, ça ne vaut même pas 10%. Les 90% sont partis où? Dans le confort. Les 90% sont partis où? Dans le fonctionnement de l'administration du processus. Moi, je pense que c'est ce côté qu'il faut revoir. D'accord. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Lutte contre le chômage au Mali, comment relever les défis? Alors, sur ce plateau, nous retournons avec Ibrahim Mahaman Touré, président de l'association des chômeurs. Abdoulaye Niang est économiste, il est sur ce plateau en tant qu'analyste. Abdoul Kader Silla, chef unité planification et suivi évaluation à l'APEJ, lui, il est au téléphone avec nous. Troisième et dernière partie. Alors, comment promouvoir l'emploi au Mali? Donc, tantôt vous parliez de Abdoul Kader Silla, tantôt vous parliez de problèmes de formation. Sur la question d'inadéquation formation-emploi, comment s'y prendre? Il n'y a pas mille solutions, c'est la reconversion. Il faut améliorer, développer la reconversion. Et c'est à cela que nous sommes attelés. Et donc, nous sommes dans cette logique. Moi, je pense qu'il faut vraiment promouvoir la reconversion. La reconversion à tous les niveaux. D'accord. Alors, professeur Niang, qu'en pensez-vous? Bon, il est le patron de la planification. Et nous aussi, nous sommes des planificateurs. Et il faut qu'il sache simplement que nous ne sommes pas en train de critiquer. Ils sont nos employés. N'est-ce pas? Moi, je suis de la classe de 1972, je suis à la retraite, donc je suis dans le privé maintenant. Oui, mais vous êtes là en tant qu'analyste économiste. En tant qu'analyste, oui. N'est-ce pas? Mais donc, ce qu'on veut dire simplement, il faut qu'ils comprennent que certaines des remarques ne sont pas pour des critiques, mais c'est des critiques positives. Oui, on est là pour que vraiment les choses changent. Je crois que ça, c'est votre apport, ce que vous êtes en train d'apporter. Donc, je crois qu'il est en train de parler. Oui, allons-y. Comment, oui, allez-y rapidement. Comment se faire relayer par le secteur privé? Vous avez tantôt décrit quand même le rôle de l'État. Le secteur privé a un grand potentiel dans le domaine agricole. Mais en vérité, là où aujourd'hui le Mali crée beaucoup de richesses, c'est dans le domaine des mines. Il faut aller dans une restructuration du capital d'investissement des mines. Je prends un petit exemple très rapidement pour l'illustration. Si on avait accepté en 2012 de structurer le capital d'investissement de la mine de Gungoto, aujourd'hui, le petit village de Gungoto, qui a moins de 1000 personnes, allait générer 3 à 4 milliards de francs CFA par an pour la population. Et là, vous pouvez installer des modèles d'agriculture familiale africaine que nous avons développés à 250 millions qui peuvent sortir pendant le reste de leur vie. Mais concrètement, une vingtaine de personnes. Non, il faut faire une convergence technologique. Il y a le système d'incubateur. On forme les gens dans la langue nationale. On n'a même pas besoin qu'ils soient formés en français, parce qu'aujourd'hui, on a développé le syllabus dans ce domaine-là et tout. Et au bout de 3 à 4 cycles de production, ils savent comment faire le travail. Mais ce qui est le plus important, il faut qu'ils soient intéressés, parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons intégré avec une maison F4 pour 12 familles qui vont être logées sur la ferme. Donc ils sont assurés et de l'emploi, mais aussi du logement, et ils sont dans le capital de la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'on modifie la manière dont aujourd'hui nous sommes en train de retenir la richesse, la manière dont on est en train de créer la richesse. Cette stratégie, cette vision, elle est développée, elle existe dans un livre blanc. S'il va au centre sene.org, il trouvera le livre blanc là-dedans. Donc ça, ce sont des informations, ce sont des modèles qui ont été développés et qui marchent. Vous pouvez produire les tomates les meilleures qualités que ceux qui viennent du Maroc et tout, n'est-ce pas, des concombres les meilleurs. Et il y a une demande potentielle pour ça. Et les jeunes qui sont là, ils vont faire ça, ça ne demande pas de l'effort que nos parents avaient fait avec la DABA. C'est le système d'irrigation goutte à goutte, vraiment c'est la convergence technologique. Je ne veux pas aller dans les détails de ça. Oui. Ça c'est l'agriculture et la mine, il faut qu'ils soient combinés. Aujourd'hui, l'Office Niger n'est pas exploité à plus de 20 ou 30%. Je prends simplement à côté, ici à 15 km de Bamako, il y a Samanko qui a 1115 hectares. Il n'y a pas plus de peut-être 10% de ces 1115 hectares qui sont exploités. Aujourd'hui, on peut intégrer plus de milliers de personnes à travers ça et les sortir de façon définitive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire sortir quelqu'un aujourd'hui et demain il retombe dans le chômage. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pour cette raison que nous disons que les emplois ne sont pas créés, parce que si c'est créé, ce n'est pas de façon durable. Et qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille, ils ne peuvent pas se marier là-dessus et tout, mais ça ne sert à rien. On va à l'insécurité sociale. Et cette inquiétude sociale, de plus en plus, nous crée ce qu'on appelle le groupe spontané de proximité d'extrême violence. Donc il ne faut pas continuer avec ça. Il faut s'arrêter à un moment donné et puis faire une évaluation correcte.
appeler des gens qui sont un peu indépendants pour qu'ils viennent leur dire, voilà ce que nous croyons, mais qu'ils prennent ça avec vraiment bonheur, que ce sont des conseils qui sont donnés pour qu'on se sorte. Mais si eux, ils doivent vivre de la misère des autres, c'est-à-dire donner des projets, mais ça ne marche pas. Ok, on va revenir à vous. Abdul Kader Silla, quels sont les domaines que vous avez identifiés comme étant susceptibles d'être pourvoyeurs d'emploi au Mali, surtout pour les jeunes? Moi, je pense a priori qu'il faut moderniser l'agriculture, qui offre un potentiel très important de création d'emplois et de richesses. Elle doit être suffisamment attractive et intégrer la transformation, améliorer également l'investissement et le cadre macroéconomique. Et comme piste également, je pense qu'il faut encourager et soutenir l'esprit d'entreprise dès l'école. Dès l'école, moi je pense qu'il faut encourager et soutenir l'esprit d'entreprise, et renforcer et améliorer l'accès à la formation professionnelle et promouvoir davantage la reconversion et l'industrialisation, et également soutenir le secteur privé qui dispose des moyens modestes. Moi, je pense que ce sont les pistes. Et puis, encourager vraiment l'auto-emploi. Mais dans tout ça, quelle politique pour le secteur informel? Le secteur informel, c'est le développement de la formation professionnelle. Il faut former les jeunes. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui ont un problème de qualification. Quand vous voyez les secteurs du BTP aujourd'hui, ce sont les expatriés qui viennent faire ces travaux-là chez nous. Les carreleurs, les plombiers, les maires plombiers aujourd'hui, c'est des expatriés. Moi, je pense qu'il faut renforcer, il faut former les gens. Vous savez que dans les chronoporteurs tels qu'aujourd'hui les BTP, les métiers liés à l'agriculture et beaucoup de domaines. Oui, mais comment faut-il promouvoir l'artisanat qui est aussi pourvoyeur d'emploi au Mali? Parce que le Mali, c'est un pays de longue tradition d'artisanat. Hein. Tout à fait. Et le FAFA s'y attelle déjà. Moi, je pense qu'il faut aussi former les artisans, renforcer leurs capacités dans leurs domaines respectifs, quoi. Voilà. Ok. Ibrahim Mahaman Touré, alors vous, au niveau des jeunes chômeurs, est-ce que vous avez eu à identifier des domaines pourvoyeurs d'emploi au-delà de tout ce que M. Silla vient de signaler? Nous, à notre niveau... à la date d'aujourd'hui au Mali. À la date d'aujourd'hui au Mali, nous avons réfléchi, on a étudié la politique nationale de l'emploi. On a vraiment cherché à maîtriser le système d'emploi qu'on a ici au Mali. L'inadéquation entre formation et l'emploi, pour nous, c'est une distraction. Au début, qu'est-ce qui se disait au Mali? Que les sortants des écoles maliennes n'avaient pas les niveaux. C'était ça qu'on disait. Maintenant, la formule a changé puisque les gens ont compris. Le système a changé, c'est devenu quoi? L'inadéquation entre formation et emploi. Ce qui est l'inadéquation là, c'est le système d'emploi même qui n'est pas de l'État malien même qui n'est pas adéquat à la demande des chômeurs maliens. C'est ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, nous, notre proposition est très claire. Pour pallier à cette situation, nous pensons qu'il faut nationaliser toutes les sociétés et entreprises d'État vendues. Transformer tout ce qu'on a comme matière première ici chez nous et par nous. Nous avons les moyens, nous pouvons le faire et il faut le faire. Si on veut vraiment sortir de ce cortège de problèmes de chômage. Puisque aujourd'hui, nous, les analyses nous ont montré que le Mali, de l'indépendance jusqu'à 1982, il n'y avait pas de problème d'emploi au Mali. C'est venu à partir de 1983, avec l'avènement des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui nous ont imposé l'ajustement structurel. Et dès là, la fonction publique, on impose la fonction publique. Et ça est avec quoi faire couler, privatiser tout ce qu'on a comme société et entreprise d'État. Nous pensons que le problème d'emploi a commencé à partir de ce moment-là. Donc pour finir ça, mais il faut prendre ces éléments-là qui ont existé à un moment donné. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ça? Nous allons sortir du chômage. Mais tant que c'est le marché qui gère l'emploi, c'est ça aujourd'hui. Tant que c'est le marché qui gère l'emploi, le problème d'emploi va toujours continuer à demeurer. Ça doit être changé. C'est ce que nous pensons. Ok. Abdul Kader, vous avez une réaction? Oui, je crois que tout juste, je voulais apporter une petite rectification. L'ajustement structurel a été la cause. Aujourd'hui, on ne peut plus retourner à 100% de nationalisation à cause de la globalisation. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'avoir 60% du capital d'investissement de toutes ces multinationales.
Et là, on est majoritaire. Et aujourd'hui, si on faisait pour l'or, on serait dans 8 milliards de dollars de capitalisation qui nous permet de financer et n'importe quel autre projet. C'est tout. Et ça, cette stratégie, cette vision a été présentée au gouvernement, mais ils ne veulent pas. Okay. Le problème est à ce niveau-là. Ok. Abdul Kader Silla, qu'est-ce que vous pensez des professions de père en fils? Parce que ça existait au Mali aussi. Oui, ça c'est vrai, ça existe au Mali jusqu'à présent. Moi je pense que c'est aussi une très bonne chose. C'est aussi une très bonne chose. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est l'organisation des concertations sur l'emploi. C'est-à-dire qu'au niveau communal jusqu'au niveau local, au niveau régional et puis jusqu'au niveau national. Moi je pense qu'il faut également, c'est nécessaire d'organiser des concertations sur l'emploi. C'est-à-dire que depuis à la base jusqu'au sommet. En plus de cela, il y a lieu également d'identifier les bassins d'emploi. Quand vous prenez par exemple des zones comme Kenyeba, dans la région de Caille, qui regorge des potentialités agricoles, il y a des mangues qui pourrissent à Kenyeba, des oranges. Moi, je pense qu'il faut, quand vous prenez par exemple Yélimane où on peut développer par exemple la filière calebasse et la filière piment, ça marche très bien. Moi, je pense qu'il faut identifier les bassins d'emploi, voir les potentialités des régions et s'appuyer sur ça pour vraiment faire la promotion de nos produits locaux. D'accord. C'est ça que je voudrais ajouter. Ok, merci. Nous disons merci à tous nos invités. Ibrahim Mahaman Touré, président Association des chômeurs. Abdoulaye Nyang, économiste, analyste sur ce plateau. Abdul Kader Silla, chef unité planification et suivi évaluation à l'APEJ au téléphone. La lutte contre le chômage au Mali, comment relever le défi. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez également sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo et mis en onde par Sedoumbo. À la régie vidéo était assurée par Peting Diara, Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré à la coordination. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.